m'appelle Touk, j'ai 40 ans, je suis marié et j'ai 4 enfants. J'ai eu des enfants à 28 ans, c'est-à-dire aujourd'hui elles ont 12 ans et j'en ai des petits qui ont aujourd'hui 8 ans. Tous mes métiers ont été plus ou moins proches des produits avant leur commercialisation et avant leur industrialisation. Je faisais généralement des tests de validation sur des prototypes. En gros, à la base, c'était sur des voitures. Et ensuite, c'était sur des machines plus ou moins complexes. Les tests de validation que je faisais que je fais toujours dans l'entreprise se font en collaboration avec différents groupes. Il y a des groupes français, il y a des groupes étrangers. Donc il m'était amené de me déplacer en Europe, déjà en France, des petits déplacements en France. Ça peut aller de 3-4 jours à une semaine. En Europe, en Belgique, Russie, Allemagne. Et en international, ça allait jusqu'en Brésil, Russie, États-Unis pour plusieurs semaines. Quand on faisait des déplacements, en fait, vu qu'on n'avait pas de famille, on était entre collègues, au moindre temps libre, au moindre week-end, au moindre jour off, on cherchait à faire des activités qui sortaient du quotidien, qui sortaient de ce qu'on faisait en France. Une saut en parachute, mais ça c'était exceptionnel. Et je faisais régulièrement des déplacements, sans aucun problème. Avion, travail, hôtel, c'était un train-train quotidien, soit en jour off, si on est en Europe, on rentre le week-end à la maison pour rester avec la famille. Et donc la famille, c'est bien parce que la famille, ah papa, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, qu'est-ce que tu nous as ramené, est-ce que c'était bien, on ira un jour avec toi. Je dis, ah ouais, pas de problème, vu que je ferais un peu en éclaireur là-bas, je savais qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire, qu'est-ce qui était adapté aux enfants, avec ma femme et tout, donc c'était bien aussi de partir en déplacement pour ça. J'avais demandé ma femme en mariage, je ne sais plus, c'était en 2016. On avait préparé le mariage qui était initialement le 9 mai. La première date fixée, c'était le 9 mai 2018. Et j'avais un déplacement aux États-Unis fin avril. En gros, parce que quand on part en déplacement, on a des primes de déplacement, c'est-à-dire vu qu'on fait beaucoup d'heures là-bas et vu qu'on se déplace, c'est-à-dire on n'est pas chez nous, financièrement c'est très avantageux, enfin c'est avantageux pour ceux qui se déplacent beaucoup. Donc moi j'ai dû faire, par an, limite je faisais 5-6 gros déplacements dans l'année. Donc ça m'aidait aussi à mettre de côté pour le mariage qui avait lieu en 2018. Donc ce qui était prévu, c'est faire un déplacement fin avril, rentrer pour faire mon enterrement de vie de garçon début mai et ensuite me marier, tout ça en 3 semaines. Je pars le 12 avril 2018, direction les États-Unis, c'est-à-dire il y avait, je crois que ça avait 9 heures de vol. Je décolle, tout se passe bien. Mais un décalage horaire, le décalage horaire c'est, je sais plus combien de temps, mais en 2 jours il est absorbé. Le mercredi j'atterris, je fais ce que j'ai à faire, c'est principalement l'installation d'une chaîne de mesure à partir de la machine à tester, jusqu'à l'écran de PC devant lequel on surveille tous les relevés de mesure, des graphes, s'ils restent dans les tolérances demandées. Ensuite c'est le week-end, et donc le week-end, sortie, on appelle la famille, on appelle les amis, resto, soirée, activités extra-professionnelles. J'avais rendez-vous avec un gars à tel endroit, on se rejoint, pas de soucis, 21h, machin. Et je suis là-bas, je suis tout seul. Un petit mal à la tête, une petite douleur, mais rien de grave. Hein. C'est pas au point de rester à l'hôtel en train de dormir. C'est un truc bénin. Enfin, en plus, avec le décalage horaire, j'avais l'habitude d'avoir des maux de tête. J'avais un peu de tension avant de partir. J'avais eu des petits relevés. J'ai resté dans les tolérances, mais j'étais dans la limite haute de tension. Pas d'inquiétude, aucun traitement. Des précautions alimentaires, c'est-à-dire je fumais pas, je buvais pas excessivement, je droguais pas, je mangeais pas que des frites, je faisais attention parce que là-bas c'est difficile de manger correctement. J'essayais de faire attention, j'achetais des fruits, j'achetais des légumes, je buvais de l'eau, un peu de café pour un petit peu trop de café peut-être pour tenir la journée et se remettre à jour pour le décalage horaire. Donc j'arrive là-bas à table et tout. Le premier mot de tête, je dis c'est rien, c'est bof. Je bois de l'eau, tac, je vais marcher, je vais faire un tour dans le... C'était un site où il y avait du monde, c'était un samedi soir, hein. C'était blindé, enfin c'était pas blindé mais j'étais pas tout seul. Mon tête il est bizarre un peu. Je bois de l'eau. Déjà je vois des gens bizarres, enfin c'est des Américains, c'est entre jeunes, tu sais, quand ils sont un peu
comme un alcoolisé. Je ne sais pas s'il voulait sympathiser ou voulait discuter avec moi. Ou... Bref, il voyait que j'étais pas américain. Là, au bout d'une demi-heure, un quart d'heure, j'ai une sensation inédite dans mon corps, dans ma tête, que j'ai jamais vue. Je commence à voir dans les films un zoom, des objets qui se rapprochent. Il y en a qui reculent. C'est comme si j'avais pris, je sais pas, j'ai jamais pris de drogue, mais comme si j'avais pris de la drogue justement. C'est pas comme si comme j'ai bu de l'alcool. J'ai bu de l'alcool, ça m'a jamais fait ça. Là, j'avais pas bu. J'avais jamais eu ça. J'ai ma tête qui faisait, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai limite un petit tournis, mais qui commence à s'intensifier, je commence à tourner comme ça. Et je commence à vaciller un peu comme ça. Enfin, je croyais que j'étais comme ça, mais en vrai, je crois que les gens autour de moi, ils me regardaient tous choqués comme ça. J'étais comme ça, je crois, en vrai. J'étais comme ça, mais moi, dans ma tête, j'étais juste comme ça. Mais ça s'arrêtait pas, c'était pas un léger vertige. Donc, je commence à me tenir à la table comme ça. Je ressens un mot-tête qui devient de plus en plus intense. Pareil, inédit, c'est pas une migraine bénigne. Une migraine quand t'as mal à la tête, tu sais que t'as un peu trop bu ou tu sais que tu as eu trop de bruit, t'as mal à la tête là. Là, c'est un mal de tête qui vient derrière la nuque, qui se propage à partir de là, qui se propage à gauche, à droite du crâne. Tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça en étant conscient, tu te dis, mais c'est pas possible. Je regarde ma main. Impossible de l'ouvrir. Je fais putain, mais qu'est-ce que j'ai? Une espèce de serveur qui était là, qui me dit Are you okay? J'ai dit yes, yes. En gros, je lui ai dit vas-y, t'occupe pas de moi, fais ce que t'as à faire. Moi, j'ai un coup de pas bien, j'ai un coup de mou là, ça va passer. Et donc, ça s'intensifie, tout ça en espace de. Là, je suis à 2 minutes, hein, mais ça se propage. En tout cas, je me dis, c'est un coup de. Il manque de l'eau, ou bien on m'a mis un cacheton dans le verre, ou on m'a piqué avec une seringue. Il y a tout ce qui se passe, c'est suspect. Tu repenses au gars qui t'a regardé bizarre tout à l'heure, putain, c'est lui qui me guette depuis tout à l'heure parce qu'il a mis un truc dans le verre ou quoi. Parce qu'il a vu que j'étais tout seul. Et vu qu'on ne sait pas les intentions des uns et des autres, peut-être il m'a drogué pour me dépouiller derrière, pour me faire un guet-apens, tu t'imagines tout. Et donc là, ça commence à s'agiter autour de moi. Mon bras arrive toujours pas, ma main toujours pas, ça commence à arriver à mon coude, ça commence à arriver à mon épaule. Mais il n'y a plus rien qui répond. Et là, tu commences à flipper, ton cœur commence à palpiter. Je sens ma bouche qui commence à tomber. Je me dis, mais bordel, qu'est-ce qui se passe? Le serveur, il arrête son activité, il commence à appeler le vigile. Le vigile qui commence à me, pas parler mal, mais à me dire, en gros, t'es bourré, tu t'évacues, tu vas dehors et tout. Et je lui dis, non, je suis I'm okay, just a little tired, je suis un peu fatigué. Mais ça va passer, vous inquiétez pas, on continue. Et là, je vois que ça va pas. Ça va pas, je suis à la table, je commence à tomber sur la table, mon bras, impossible parce que je suis comme ça, mais je veux me relever comme ça, mais mon bras, pareil, comme ma tête, il est collé, j'ai l'impression que je suis attiré par le sol. Du coup, impossible de me relever, le vigile, il commence à paniquer, il commence à faire qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pris de la drogue, vous avez pris de l'alcool? Je lui ai dit non, j'ai rien pris. Allez me mettre dans une salle pendant une demi-heure, mais enfin, trouvez-moi, j'ai juste sommeil. Je vais revenir, laissez mes affaires là, je vais revenir, ça va aller. Il me regarde, il me dit ah non, on va direct appeler les pompiers là. Et là, c'est les pompiers qui arrivent. Il y a un cercle autour de moi, tout le monde me regarde. Tu t'en fous, parce que moi je m'en fous, parce que je me dis, je m'en fous qu'ils me regardent, je veux savoir ce que j'ai. Et c'est la douleur qui part pas. Une douleur de maux de tête et de paralysie. Ça s'est propagé à mes jambes. Aucune réaction, vu que j'ai jamais de signe annonciateur, jamais eu d'AVC, jamais eu de problème neurologique. Je me dis, c'est obligé, c'est un gars qui m'a fait un sale coup. J'ai la paralysie de tous mes membres qui continue de se propager. Je me dis, mais ma main, mon épaule, ma bouche, mon œil, mes jambes, ça va s'arrêter où dans ma tête? Il y a tout qui passe. Je me dis, je vais plus bouger en fait. Au bout d'un moment, ça va pas s'arrêter. Ça parle anglais, en même temps ma tête elle continue de tourner, les secours arrivent, ils me posent des questions, je réponds à moitié en anglais, à moitié en français, je suis perdu tout en restant conscient, je crois que j'ai pas perdu connaissance. Je suis impuissant face à ce qui m'arrive, je peux rien faire. Je subis ce qui m'arrive tout en espérant que ça s'aggrave pas. Rencard,
pompiers, secours américains, évacuation du lieu, direction l'hôpital. J'ai rien sur moi, sauf mon portefeuille. Heureusement que je l'avais sur moi. Ils fouillent mes affaires et grâce à ça, ils trouvent une carte d'assistance internationale, un numéro joignable qui leur a permis d'enclencher les soins et les examens nécessaires pour savoir ce que j'ai. Pendant ce temps-là, moi, j'ai trouvé le temps extrêmement long. J'étais dans le brancard, j'étais comme ça, je savais rien faire. J'étais sous perf, je sais pas ce qu'ils m'ont injecté. Limite, tu dis, ouais, faut que je revienne, prendre mes affaires qui sont restées là, faut que j'aille payer l'addition, faut que j'aille faire tout, faut que faut que je revienne dans 1 heure, quoi, parce que j'ai trop d'affaires à récupérer. Et pas du tout, en fait. Direction les soins intensifs. Ils te font les examens, IRM, scanner, tout. Je me rappelle même plus de tout ce qu'ils m'ont fait. Et là, je crois qu'après, j'ai dormi. Je me suis réveillé le lendemain dans une salle improbable. Tu t'attends pas à te réveiller là. T'as les bip, 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 vitre transparente, rideau, avec une infirmière pour 4 chambres qui te surveille H24. J'avais pas de notion d'anglais, de mots anglais médicaux, donc tant bien que mal, j'essaye de comprendre et elle me fait comprendre que, en gros, j'ai eu un AVC. J'ai eu de la chance de l'avoir fait dans un lieu public et que les gens n'ont pas tardé à réagir. Malgré ça, je m'étais rendu compte que juste quand on m'a déposé à l'hôpital, mais j'ai limite, ils avaient mis du temps à réagir. Ils regardaient si les frais médicaux allaient être payés ou allaient être couverts par un organisme avant de facturer quelque chose à moi ou à mon organisme. J'ai fait donc un AVC, c'est avéré être ischémique puis hémorragique, qui s'est donc propagé sur le côté gauche du cerveau, qui a impacté le côté droit de mon corps. C'est-à-dire, ça allait jusqu'au doigt de pied, jusqu'au bout des doigts. Ça allait jusqu'à ma bouche, jusqu'à mon œil. Il était ouvert, en fait. Toute cette partie-là s'effondrait, en fait. Tu réalises pas trop. Au début, tu te dis, AVC, c'est quoi encore comment ça va être la suite? Je vais reprendre le taf demain, dans 3 jours. Tu sais pas comment ça va se passer. Ben là, tu réalises que ouais, c'est dangereux quand même, parce que tu sais pas si encore ton état est stabilisé. Tu sais rien. Donc t'essaies, parce que même les médecins ne savent pas. Ils ont fait leur examen, mais c'est dans le cerveau, donc c'est très touchy. Toi, tu es là, tu subis, tu fais gaffe à être en alerte à chaque anomalie ou chaque souffrance nouvelle. Et tu es prêt à alerter les médecins ou les personnes qui sont proches de toi pour qu'elles te prennent en charge, quoi. Ouais, c'était le jour J, c'était le jour inoubliable, 14 avril 2018. Ouais. C'est mon boulot qui a été contacté par l'hôpital et mon boulot a contacté mes proches. Donc c'est mon frère qui a été prévenu, ensuite c'est ma femme. Ça a été un choc aussi pour elle parce qu'elle était censée. Elle était en train de préparer le mariage. Ce jour-là, je crois qu'à le 14, j'ai eu mon AVC. 2 jours après, je crois que c'est 2-3 jours après, elle a été prévenue. C'est mon frère qui l'a prévenue. Il a dit au téléphone, il a dit « faut que je te parle maintenant ». Il s'est pointé. Ma femme, elle était toute seule avec les 4 enfants. Au début, elle n'a pas réagi parce qu'elle était dans l'ambiance préparation de mariage, donc elle croyait c'est quoi votre blague encore, machin. Elle a vu leur tête en fait de mon frère et de sa meilleure copine. Elle a vu que c'était pas une blague. Et là, elle s'est effondrée, je crois. Elle s'est effondrée pendant 10 secondes. Elle a réalisé que elle ne peut pas s'effondrer parce qu'il y a les enfants à gérer. Elle s'est reprise, elle est solide, hein. Elle s'est reprise en main. Elle s'est dit, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dans les jours qu'on suivit, tout avait été mis en place pour qu'elle vienne me rejoindre là-bas. Moi, j'étais rapidement au courant de ce qu'elle savait ici, donc je lui ai dit, je lui ai fait transmettre que je préfère qu'elle reste là, qu'elle s'occupe des enfants, mais que de mon côté, je fais tout pour être rapatriée le plus vite possible. Donc en gros, je suis resté 10 jours là-bas. C'était long, pendant lesquels tu espères une amélioration, tu vois ton état qui n'avance, qui s'empire pas déjà. Ça te dit c'est bon, le truc il est stabilisé, mais il s'améliore pas. Tu es en chaise roulante, tu vas pas aux toilettes tout seul, tu vas pas te doucher tout seul. Quand est-ce que ça s'arrête, quoi?
Quand est-ce que tu reprends, quand est-ce que tu remarches, quand est-ce que tu recours, quand est-ce que tu écris, quand est-ce que tu parles normalement, il n'y a que le temps qui fait que ça va s'améliorer. Les médecins spécialistes, ils ont voulu me garder 2 mois pour commencer les séances de rééducation, séances de kiné, d'orthophoniste, plusieurs thérapies. Mais je leur ai dit non, il faut que dès que je peux, dès que je peux prendre l'avion, dès que je suis transportable, je rentre. Je rentre pour tenir au courant ma femme, ma famille, mes proches. Au bout du jour, je suis allé à l'hôpital de Corbeil. Et là, ils ont refait les tests. Et ils ont confirmé le diagnostic qu'ils avaient fait les Américains. T'espères juste que ça s'améliore au plus vite et que tu retrouves ta vie d'avant, quoi. Et tu te dis qu'avant, c'était parfait. Avant, tu avais la belle vie. C'est une petite zone qui a été touchée. Enfin, après, ça dépend des AVC. Mais là, dans mon cas, c'était une petite zone qui est touchée, mais t'as plein de parties du corps qui sont impactées. Et j'avais du mal à parler. J'avais des maux de tête qui arrivaient pour la moindre chose. Quand il y avait trop de lumière, quand il y avait trop de bruit, quand il y avait trop de mouvement autour de toi, ça te cassait. Quand il fallait trop parler, trop te concentrer dans les consignes. Les consignes, juste les consignes du kiné, t'étais fatigué, quoi. Donc là-bas, t'es au centre de rééducation et c'est comme un travail quotidien, quoi. Tu te lèves le matin, t'essayes de sortir du lit déjà, tirer fort. C'est le premier jour, tu essaies de sortir du lit, t'habiller tout seul, te doucher, manger. Ça au début c'était impossible. Tu réapprends les gestes du quotidien, tu as la fatigue. Tu as la fatigue cognitive, la fatigue physique qui est toujours présente. Mentalement, au centre de rééducation, moi personnellement, je voulais faire le plus de thérapie possible. Je me dis, je suis dans cet état-là, je ne peux pas rester dans cet état-là, donc la seule solution, c'est de cravacher, charbonner. Et parce que tu voyais à côté de toi, moi je voyais autour de moi dans le centre de rééducation, ça va de accident grave à quelqu'un qui s'est fait mal au genou, qui s'est fait les croisés, et qui apprend juste à rééduquer son genou. Tu vois différents malades et tu dis qu'il y a pire. Il y avait des gens qui étaient plus atteints que moi et qui commençaient à baisser les bras, ils baissaient pas les bras mais qui voulaient pas aller aux séances. Tu écoutes les histoires des autres et là tu te dis ah non, t'as pas le droit. Il y en a qui baissent les bras, qui veulent en finir. Donc tu te dis non, tu baisses pas les bras et tu avances, quoi. Parallèlement à ça, il y avait ma mère. Une après-midi, je crois que c'est mon frère ou mon père qui m'appelle. J'ai pas pu décrocher, j'entends un message, c'est limite, mon père il est en pleurs, mon frère il est en... J'entends, ça va, ça va, il est en train de renifler, je dis putain il est malade ou quoi. Je vois, il me dit, ouais c'est bon, c'est pour te dire que maman elle a eu un AVC, elle est partie à l'hôpital d'urgence à Paris. Là c'est la première fois que ça m'arrive, c'est la première fois que j'entends parler du mot AVC. Et j'ai eu un chaos, comme si on m'avait donné une patate. J'ai eu un chaos, un bourdonnement dans les oreilles et pouf. J'entendais plus rien autour de moi, je regardais, je savais pas ce qui se passait. Je crois qu'elle avait appris la nouvelle, elle a refait un AVC. On était tous les deux au même centre de rééducation. On se croisait aux séances de rééducation sur le plateau de kiné. On se voyait, on se faisait des après-midi. On était là pour s'épauler. Limite, elle était venue pour s'épauler, mais j'aurais préféré qu'elle soit pas là. Mais on était tous les deux là-bas pour avoir le moins de séquelles possible suite à nos AVC. On ne pourrait pas dire que j'ai accepté le truc parce que j'acceptais pas. Enfin, en gros, avant, j'ai pas eu de genre. J'aurais fumé beaucoup, j'aurais bu beaucoup, drogué beaucoup. Je me serais dit, c'est le jeu, voilà, fallait pas faire ça. Vas-y, t'as joué, t'as perdu en gros. Donc là, j'ai toujours des séquelles, mais je m'adapte. Mais je me dis, je vais toujours essayer d'améliorer le truc. Mais je me dis, un jour, ça va se débloquer. Au fond de moi, j'ai toujours l'espoir de me dire, un jour, ça va se débloquer et je vais pouvoir courir comme avant. Pouvoir courir, pouvoir parler, pouvoir écrire, pouvoir tout manipuler comme avant. Ça, c'est au fond de moi, mais apparemment, le cerveau, il s'adapte, vu qu'on m'a toujours dit que le cerveau, il s'adapte, il passe par des chemins qui ont été cassés, il passe à gauche, il passe à droite, il s'améliore pour faire de nouveaux chemins. J'ai toujours l'espoir que je revienne comme avant, mais bon, on verra. Le mental, je crois que je sais pas, ça vient d'où? Dieu merci, le mental.
Il n'a jamais lâché. Mais il lâche toujours pas. Mais je ne peux pas me permettre de lâcher. J'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai ma famille autour de moi. Mais je me suis dit, mais je suis la dernière personne à lâcher. Tu lâches quoi? C'est possible. Même, attends, tu t'adaptes avec ce que tu as. Ça, c'est le fait d'avoir été dans le centre de rééducation. J'ai vu des gens qui étaient tétra, qui pouvaient plus rien bouger en dessous de leur poitrine, ils pouvaient plus rien bouger. Par rapport à eux, j'avais de la chance. Hein. Au centre de rééducation, ils voyaient mon évolution. Ils m'avaient vu arriver en chaise roulante. Du coup, ils étaient eux aussi en chaise roulante. Moi, j'étais en chaise roulante. Une semaine après, j'ai le déambulateur. Une semaine après, j'avais la canne. Et eux, j'étais toujours en chaise roulante. Donc non, je ne vais pas me permettre de lâcher. Non, que ce soit par rapport à ma famille et par rapport à tous ceux qui sont dans une situation qui est pire que la mienne. Non, mentalement, je lâche rien. Mentalement, je m'adapte avec ce que j'ai en fait. Aujourd'hui, je m'accroche à mes enfants, à toute la vie que j'ai fondée avant et que j'ai continué à fonder après en fait. J'ai le maximum pour que mes séquelles aient un minimum d'impact sur la vie de mes proches. J'ai toujours de la fatigue cognitive, toujours des maux de tête qui apparaissent, mais j'essaie de faire un maximum d'activités avec les enfants. Non, mais non, non. Non, je baisse pas les bras et je m'accroche pour mes enfants et pour, pour la vie que j'ai aujourd'hui. Professionnellement, j'essaye de reprendre une activité. Dans un premier temps, à la maison, j'essaie de faire des activités, pas forcément liées à mon entreprise, mais faire des activités devant le PC. Sinon, c'est reprendre une activité pro petit à petit, gérer les enfants, préparer leur retour, préparer leur goûter, préparer à manger, m'occuper des enfants, m'occuper de la maison pour l'instant. Et partir en voyage de noces avec ma femme parce que ça n'a pas encore été fait. Depuis, ça n'a pas encore été fait, on cherche le bon temps. Ma femme qui a tenu tout le foyer, enfin tous les enfants sur ses épaules pendant plusieurs mois. J'étais parti, à mon retour, on était censé se marier. Et là, donc, annulation du mariage, tous les enfants à gérer. Ma situation à gérer, pendant plusieurs mois, elle a été, heureusement qu'elle a été là, elle était solide comme un roc. Je lui ai dit, hein, carrément, je lui ai dit, tu veux qu'on garde le mariage? Mais là, elle m'a dit, mais bien sûr. Pourquoi tu voudrais pas qu'on continue? Et du coup, je lui ai dit, mais t'as vu la galère, je lui ai dit, mais t'es sûr que tu veux qu'on se continue à se marier? On annule tout, là, c'est plus le moment. Elle m'a dit, t'es fou, quoi. Tu vas te relever, là. Tu vas te relever, le mariage, je vais gérer. On va se marier. Soit on se marie dans 3 mois, soit on se marie l'année prochaine, mais on se marie. Et là, j'ai vu que c'était ma femme. Donc, on s'est marié le 28 septembre 2018. Prenez soin de vos proches, profitez de vos proches. Parce que moi, j'ai eu de la chance d'avoir une femme comme Steph. Hein. Des enfants adorables, parce que même mes enfants, malgré leur jeune âge, malgré leur petit âge, ils ont compris que les grandes surtout, elles ont compris que c'était plus comme avant, mais elles sont adaptées. Profitez quand tout va bien. Profitez parce que des fois ça peut pas durer.